Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Père. Bonjour. Bonjour Raphaël Ruffin. Vice-président au logement et à l'habitat à la métropole de Lyon. Et puis depuis ce week-end, on a découvert soutien de Christiane Taubira pour la présidentielle. C'est vous qui avez soufflé l'idée de venir dans les pentes de la Croix-Rousse faire sa déclaration de candidature ? Je crois que c'est un choix de l'équipe de Christiane Taubira et donc il était intéressant, important de pouvoir l'accueillir à Lyon. Et notamment dans ce quartier, mais plus largement dans Lyon et dans notre métropole. Vous auriez pu lui dire qu'il n'y a plus beaucoup de canuts quand même dans les pentes de la Croix-Rousse. Je ne crois pas que c'est ce qu'elle a prétendu. C'est plutôt un clin d'œil aussi quand même à cette histoire de notre ville, une ville qui a su dire non à plusieurs moments et je crois que c'était ça qui était intéressant. Alors on voit plusieurs points communs entre vous et Christiane Taubira. Déjà au municipal, vous aviez incarné une nouvelle candidature qui était censée réunir la gauche, puis au final ça avait fait une candidature de plus et ça n'avait pas permis à la gauche d'arriver unie aux dernières municipales. Bien, je vous remercie. Non mais la vraie question, au-delà de cet élément anecdotique, c'est est-ce qu'aujourd'hui la gauche et l'écologie sont audibles ? La réponse est non. Est-ce que la gauche et l'écologie arrivent à faire entendre une voix face à des discours qui sont des discours et des actes qui montent les Françaises et les Français contre les autres, qui prônent l'exclusion, la haine ? Et la réponse est encore non. Et est-ce qu'on parle dans cette campagne, par la présence de la gauche et de l'écologie, des thèmes essentiels ? Ce sont quoi les thèmes essentiels ? C'est bien sûr le pouvoir d'habiter. Non seulement le fait que le logement est aujourd'hui un facteur d'appauvrissement de tous les Françaises et les Français, mais qu'en plus on ne choisit pas là où on peut habiter. Et pensez notamment à la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce qu'on parle aujourd'hui du travail ? Non seulement l'augmentation nécessaire du SMIC, mais de l'ensemble des bas revenus. Et puis des conditions. Le travail n'est plus un facteur d'émancipation aujourd'hui. Est-ce qu'on parle des transports ? Est-ce qu'on parle de la fiscalité ? Est-ce qu'on parle finalement des thèmes essentiels et notamment du fait qu'on est face à une transition écologique, nécessaire, inéluctable, mais qu'elle porte en elle la question sociale. C'est-à-dire que la transition écologique, on n'y arrivera que si on accompagne les plus modestes, que si demain, on arrive à les accompagner pour changer d'énergie, pour faire face à la précarité énergétique, aux passoires énergétiques dans leur logement. C'est ça la question. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? On entend un apprenti sorcier de la politique qui nous dit en fait, votre ennemi, c'est votre voisin. Votre ennemi, c'est même tel et tels enfants qu'il ne faut plus mettre dans la même école que les vôtres. C'est Effectivement, ça, les candidatures d'Éric Zemmour ou à l'extrême droite sont beaucoup plus édifiques que la gauche. C'est ça le propos. Et on entend un président qui, après 5 ans de mépris des Françaises et des Français, se dit bien sûr, j'ai assuré le meilleur mandat de la Ve République. C'est ça vraiment la France qu'on appelle de nos voeux ? On va parler des projets de Christiane Taubira, mais un mot sur la stratégie politique. Donc elle se présente aux primaires. Est-ce que vraiment c'est une solution pour unir la gauche ou est-ce que c'est une solution pour jouer le coup d'après et reprendre le leadership de l'opposition à gauche ? Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Ce que je sais, c'est que nous avons beaucoup plus de points qui nous unissent que de points de divergence au sein de l'écologie et de la gauche. La preuve en est, on gouverne ensemble des collectivités et on le fait très bien. Mais Christiane Taubira n'a pas de troupe, n'a pas de parti, n'a pas de militants. Je vous parle vraiment de notre famille, de nos familles politiques. Sans vous offenser, c'est aussi votre cas à Lyon, le fait que ce soit vous qui la souteniez. C'est ça l'enjeu. On arrive à gouverner ensemble. Et là, on dirait, non. Il est préférable qu'on ait tant de candidats, et surtout, si on fait une primaire, elle sera au sein de notre parti politique. C'est pas vrai. Ce qui est bien dans la primaire populaire, c'est qu'il n'y aura que Christiane Taubira comme candidate. Non, il y a plusieurs candidats, comme vous l'avez vu, et on verra bien quel sera le résultat. Moi, je suis incapable de l'annoncer. Par contre, ce que je sais, c'est que le procédé est le bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un socle commun. Et qu'ensuite, on va choisir celle ou celui qui représentera la gauche et l'écologie. C'est ça, c'est mettre les idées avant et dire effectivement qu'il faut jouer cette carte. Et je le dis... Si les autres candidats ne se retirent pas, il y aura simplement un candidat de plus, une candidate de plus. Mais qui aura cette investiture de la primaire populaire ? Aujourd'hui, environ 300 000, et les chiffres augmentent de jour en jour. Je ne crois pas qu'il y ait eu, dans un quelconque parti de la gauche ou de l'écologie, autant d'adhérents. Et puis qui sont-ils ? C'est la jeunesse. Parce que c'est bien ça quand même l'enjeu. Celles et ceux qui ont porté la primaire de l'écologie, ce sont des jeunes qui ne s'étaient jamais engagés jusqu'alors et qui disent « Stop, l'élection, nous la ferons nous », disent les jeunes. Et je crois qu'il faut les entendre. C'est ça qui m'intéresse le plus.
Et de voir qu'effectivement, il y a une candidate qui s'est déclarée samedi dernier qui dit « ça passera par la primaire populaire ». Alors venons aux propositions. Dans son discours à Lyon, ce qu'on a entendu, c'est un revenu étudiant à 800 €, un SMIC net à 1 400 €, un ISF renforcé pour les patrimoines importants à plus de 10 millions d'euros, recrutement de 100 000 soignants et un cheval de bataille sur l'écologie qui serait le 0% de TVA sur le bio. Elle dit que ce sera son principal cheval de bataille européen. Est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu ? C'est des premières propositions. Mais moi, je retiens effectivement ce qu'elle dit sur le travail. Ce qu'elle dit sur la nécessité, certes, d'avoir un SMIC fortement revalorisé, mais de dire que dès qu'elle arrivera au pouvoir, elle engagera des très grandes négociations, non seulement sur le SMIC, mais sur l'ensemble des bas revenus. Et puis par ailleurs, sur les conditions de travail, sur l'amplitude horaire imposée à un certain nombre d'hommes et de femmes, bien souvent de femmes d'ailleurs. Et que cela contribue à faire que le travail est de moins en moins présent et de moins en moins un facteur d'émancipation. D'ailleurs, les revenus du travail ont baissé très largement dans la production des richesses. Aujourd'hui, il y a des inégalités, elles n'ont cessé de croître depuis les années 80, des inégalités qui sont croissantes et qui sont liées au patrimoine. Et la TVA à 0 sur le bio, est-ce que ça vaut le coup vraiment de lancer une bataille européenne sur ce sujet-là ? C'est un des éléments, c'est évidemment pas le seul élément qui fera qu'on entrera on œuvrera à une transition écologique qui embarque toutes et tous. Je vous liste un autre programme européen, une taxe carbone aux frontières, un salaire minimum européen, une régulation des plateformes numériques. C'est le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui au Parlement européen. Est-ce que ça, c'est pas finalement un programme qui aurait pu être celui de la gauche ? Mais vous y croyez vraiment ? Vous voyez quand même ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait quand même pendant ce quinquennat ? Vous croyez que c'est très responsable la manière dont Mais est-ce que vous allez le soutenir sur ces propositions-là ? Est-ce que vous croyez que c'est très responsable ce qu'il a engagé notamment en matière de transition écologique ? Vraiment ? Est-ce que vous pensez... C'est vous qui répondez aux questions, c'est pas Non, moi. mais vous pensez vraiment qu'au terme de ces 5 ans, Emmanuel Macron est le candidat le plus écologiste de tous les candidats et de toutes les candidates ? Est-ce qu'on peut encore lui faire un crédit alors qu'il n'a effectivement pas engagé les promesses qu'il avait promises d'une certaine manière en 2017. La France préside l'Europe une fois tous les 13 ans, il a mis ça à l'agenda. Est-ce que ce n'est pas une opportunité à saisir ? Est-ce que vous allez le soutenir là-dessus ? Mais c'est très bien, on va toutes et tous faire en sorte qu'on puisse faire avancer des idées. Mais je le dis, d'abord, utilisez quand même la présidence française pour une candidature. Vous concéderez quand même qu'il y a un tout petit problème, quand même, une présidence française de l'Union européenne, il y a un tout petit problème au regard quand même de la nature de la campagne. L'agenda. Est-ce que c'est le candidat ? Puisque vous semblez dire que c'est le candidat qui parle. Non, c'est le président, qui en a fait son projet pour les 6 prochains mois. Il semblait, Raphaël Ruffier, que vous disiez, comme s'il fait ces promesses-là, c'est donc les promesses d'un candidat. Pour le moment, c'est le président de la République, et effectivement, il porte une voix, la voix de la France, et il faut faire en sorte, effectivement, que cette présidence française soit une réussite, et notamment pour tous les thèmes, et donc c'est très important qu'il y ait ces thèmes-là. Mais néanmoins, là, on parle de campagne, on parle de programme de candidats et de candidates, et en l'occurrence, il n'est pas encore candidat, me semble-t-il. Un mot sur votre délégation, le logement, comment ça peut s'intégrer dans la campagne ? Qu'est-ce que vous faites à Lyon que vous souhaitez voir intégré au programme de Christiane Taubira ? Mais tout ce qu'on porte depuis 18 mois à la métropole de Lyon, mais aussi dans les collectivités qui associent les écologistes et la gauche, est porteur de transformation et de changement. Moi, je crois qu'il y a effectivement sur le logement des points qui nous unissent, que le logement est une question transversale, que cela porte sur la rénovation et la lutte contre les passoires énergétiques, ou évidemment la construction de logements sociaux, puisque aujourd'hui, 70% de la population française est éligible aux logements sociaux, il n'y en a pas assez. Mais je crois qu'il y a un thème qui est de plus en plus préoccupant, puisque dans cette crise, avec cette crise sanitaire, le logement est encore plus marqueur d'inégalité qu'autrefois. Et en particulier dans les copropriétés où les copropriétaires sont modestes. Je pense à ce qu'on appelle un peu de manière rapide les copropriétés dégradées. Nous n'avons pas assez de moyens pour mettre en place une réhabilitation de ces copropriétés, pour accompagner les copropriétaires qui ont un trop grand reste à charge. Il leur faut payer trop pour faire face à des travaux, notamment de rénovation. Et là, il faut que ce soit un thème de cette campagne. On avance du côté de la métropole. Donc la métropole va payer à la place des propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover leur logement. On engage des programmes très ambitieux. Je vous prends un exemple. On le votera lundi au Conseil. Eh bien, c'est notamment la réhabilitation, le plan de sauvegarde des copropriétés de Cervelières Sauveteurs à Vaux-en-Velin.
La ville de Vaux-en-Velin a agi et a poussé le curseur le plus loin possible. La métropole a rassemblé le plus possible pour que les copropriétaires aient un reste à charge le plus faible possible. Mais vous voyez, nous déployons énormément d'énergie pour chacune des copropriétés dégradées, mais il y en a beaucoup. Dans notre métropole, dans l'ensemble de notre pays, puisque l'actualité récente, notamment à Marseille, a montré que ça pouvait être le lieu de drames, notamment d'incendies, de morts. Et je crois qu'il faut prendre cela avec une très grande importance. Ces copropriétés dégradées nécessitent un plan d'urgence. Et un dernier mot pour le Grenoblois que vous êtes de naissance et étudiant à Sciences Po Grenoble. Quand vous voyez que la région Rhône-Alpes décide de ne plus financer cet établissement qu'elle estime gangréné par le wokisme et l'islamo-gauchisme, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense que ce n'est absolument pas le rôle de la région d'entrer dans ce type de controverse et de sanctionner pour des propos. Jusqu'alors, on ne peut pas défendre d'un côté, et je crois que c'était le cas lorsque Laurent Wauquiez était ministre de l'Enseignement supérieur, l'autonomie des établissements et chercher à conditionner les subventions à des positions ou à des décisions de chefs d'établissement. Néanmoins, ce qui se passe à Sciences Po Grenoble m'attriste très clairement. Et j'espère que très clairement, cet établissement va faire parler de lui pour ses immenses qualités, plutôt que pour ces dossiers qui sont bien souvent peu appropriés par l'opinion publique ou par les réseaux sociaux et qui emballent la colère et la haine, alors que cet établissement a une forte et de très grande qualité. Mais qu'est-ce qui vous attriste ? C'est que l'islamo-gauchisme, comme Non. il serait Ce qui présent ? m'attriste, c'est que les universitaires n'arrivent plus à se parler entre eux, très clairement, que la communauté universitaire n'arrive plus à tenir, alors que cet établissement est d'une immense qualité. Mais il est évident que si la politique et si notamment les collectivités s'en mêlent, comme a voulu le faire le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'œuvrera pas à un retour à la normale dans cet établissement. Et je le sais, les collègues n'appellent que cela, et je crois que les étudiantes et les étudiants aussi. Renaud Père, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.